Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Cette triste nouvelle qui déferle sur les réseaux sociaux là, depuis le début de la journée. Décès de la journaliste Véronique Lévesque, qui était chroniqueuse culturelle, qui était présentatrice météo à TVA Trois-Rivières, qui était également co-animatrice à Rythme FM Trois-Rivières, qui est malheureusement décédée samedi dernier à l'âge de 29 ans. Publication absolument là, émotive de la part de son fiancé, qu'elle laisse dans le deuil, lui, ainsi que l'enfant qu'elle portait, parce qu'elle était enceinte là, de 35 semaines, et à ce moment-là, elle a subi un anévrisme au cerveau, lui a rendu la tâche difficile pour son cœur, entre autres d'acheminer de l'oxygène nécessaire dans le reste de son corps, et là, sa petite fille, du nom de Lauralie, on a réussi à la sauver in extremis là, par une césarienne d'urgence, donc l'enfant va survivre, mais malheureusement, 17 jours dans le coma par la suite. Mais malheureusement, Véronique Lévesque qui est décédée. Puis ça a vraiment eu l'effet d'une onde de choc aujourd'hui, Mario. 29 ans déjà. C'est une jeune femme en une carrière qui lève, qui prend son envol. Ses affaires allaient bien. Enceinte, un beau bébé. Là, tu dis, OK, bébé. Bon, bébé sauvé, c'est quand même, dans cette tragédie-là, une petite pointe de lumière. Mais c'est quand même un bébé qui n'aura pas de mère. C'est vraiment épouvantable. Je pense que ça arrache le cœur de tout le monde, vraiment à sa famille, à son conjoint d'abord, mais à toute sa famille, ses proches, nos collègues de Trois-Rivières, là, toutes nos condoléances. Mais c'est un choc dans tout le monde des médias, incluant beaucoup de gens qui ne la connaissaient pas. Évidemment, elle agissait à Trois-Rivières, mais était promue à une brillante carrière qui commençait. C'est 29 ans, là, c'est très, 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 très jeune, incroyable de perdre la vie de cette façon-là. Quoique, c'est toujours les cas, là, c'est 1 sur 100 000, 1 sur 1 million. C'est un facteur de risque, là, grossesse, la pression d'une fin de grossesse, les anévrismes, très, très rare. Mais ça arrive et c'est ça. Quand ça arrive, on a toujours l'impression que ça arrive aux autres, mais quand ça arrive proche comme ça, on fait... On fait dur, là, on vit le choc. Oui, absolument. Donc, toutes nos condoléances, bien évidemment, l'équipe de Cube qui se regroupe pour offrir les condoléances, les pensées également à toute la famille, les amis. Parlant d'amis, Samuel Larouche, qui était un de ses amis proches, qui était à l'épisode de Yasmine Abdel-Fadel plus tôt aujourd'hui. Entrevue à réécouter, sincèrement, le témoignage assez émouvant, merci, de l'ami de la jeune femme. Tout savoir en 24 minutes. On vient en politique provinciale. Ça a continué de barder aujourd'hui parce que, de retour à l'Assemblée nationale, il y avait quelqu'un qui ne siège plus pour aucun parti, Mario. C'est Éric Lefebvre, qui maintenant va rejoindre les rangs des conservateurs au fédéral, mais qui siège là, d'ici là comme député indépendant. Puis il n'a pas été très bien accueilli ni reçu par les autres partis d'opposition, là, Mario. Là. Le PQ veut ni plus ni moins qu'il parte. J'ai été étonné, le Parti québécois, parce que la situation, sincèrement, le PQ a déjà enduré pire, là. Oui. Parce que Martine Ouellette était députée de l'Assemblée nationale, mais elle était chef du Bloc. En même temps. Fait qu'elle n'était pas candidate, parce que présentement, quand ils disent qu'il y a double emploi, là, c'est pas vrai. Éric Lefebvre dit « Je serai candidat à la prochaine élection », mais être futur candidat, c'est pas un titre, c'est pas un job, c'est là de dire, tu sais, mettons, tu pourrais aujourd'hui être boulanger, tu pourrais être boucher, tu pourrais être bibliothécaire, puis dire, moi, à la prochaine élection, je vais être candidat pour tel parti dans tel comté, puis tu fais encore ton travail, là. Oui. C'est pas un métier, c'est pas un travail. Si tu te fais élire, là, tu vas devenir député fédéral. Donc lui, je comprends ce qu'on dit, là, il joue un peu sur deux scènes politiques, mais présentement, comme travail, il est député à l'Assemblée nationale. S'il ne fait pas son travail, là, je vais changer de discours. Si je me rends compte, moi, je fais le bilan au mois de juin, je me rends compte, écoute, il va jamais à l'Assemblée nationale. Son bureau de comté, il y a un employé ou deux qui sont là, mais ça marche pas. Le boss n'est jamais là. Ouais, puis à la place, il fait comme une pré-campagne, il va poser des affiches. À temps plein, c'est ça, puis qui est plus jamais à l'Assemblée nationale, il s'occupe plus de son bureau de comté. Là, moi, je vais être le premier à dire, OK, mais là, il prend la paye de député à l'Assemblée nationale et il ne fait pas le travail. Maintenant, il y a même des règles. La commissaire à l'éthique, maintenant, avant ça, à mon époque, il n'y avait pas ça, mais maintenant, il y a des règles d'assiduité. Si tu as trop d'absence, tu participes pas aux travaux parlementaires, tu participes pas au vote, tu te présentes jamais, il y a un moment où c'est carrément la commissaire à l'éthique qui va sonner une cloche. Bon, je dis ça comme ça. Donc, mais de condamner qu'Éric Lefebvre ne fera pas son travail aujourd'hui, comme l'a fait le PQ, tu dis, OK, mais
En vertu de quoi? Et ça arrive souvent. Là. Pascal Bérubé fait souvent prendre à ce jeu-là, très partisan. Dans certains cas, ça se revire même contre lui-même. Lui-même voulait des enquêtes du commissaire à l'éthique sur tout le monde, mais finalement, on a eu une sur lui, qui était loufoque, qui était ridicule, mais lui en demandait des ridicules sur les autres aussi. Ouais. Et là, on fait cette sortie, alors que le PQ, à l'époque de Martine Ouellette, je dis pas qu'il avait approuvé ça, je pense qu'il était pas content de ça, il était bien désolé, les péquistes, mais en même temps, il demandait pas à la population d'abandonner le Bloc puis de voter contre le Bloc parce que le Bloc avait fait ça. Mais le Bloc avait vraiment eu une chef, qui était chef du Bloc, et député de l'Assemblée nationale du Québec. Et qui était payé comme député à l'Assemblée nationale du Québec. Oui, puis ça avait d'ailleurs été dénoncé. Et ça, c'était une vraie double fonction. Parce que là, à Ottawa, elle n'était pas juste future candidate, elle était chef en exercice. Donnait des conférences de presse, allait participer au caucus. Il y avait tout ça. Là. Absolument. Oui. Dans le cas de M. Lefebvre, il y a raison de rappeler qu'il n'y a pas là, de conflit avec les règlements d'éthique, de déontologie de l'Assemblée nationale, du moins pour l'instant, à moins qu'il manque de présence dans ses fonctions. Puis pour ce qui est de tout ça, là, le jeu, comme tu le dis, on peut se faire apprendre rapidement sur ce qu'on a dit dans le passé. Mais François Legault avait dénoncé la double fonction de Martine Ouellette à l'époque, lui, haut et fort, en disant que ça se faisait pas, qu'elle devait quitter. Mais en même temps, François Legault, présentement, il pourrait toujours... Mais c'est plus dans son caucus, là. Non, c'est ça. Il a démissionné, le fait. Fait que il est plus de la CAQ. Là. C'est un ancien de la CAQ, c'était le whip de la CAQ qui a joué un rôle important. Mais là, il est député indépendant. Puis, à ma connaissance, il a le droit de le rester tant qu'il fait son travail. S'il fait pas son travail, on révisera le dossier. Tout savoir en 24 minutes. Toujours à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, on parlait de l'impôt sur les gains en capital, parce que ça a été inclus, cette augmentation-là, là, pour tout ce qui est gain. Je rappelle, là, quand on va vendre, par exemple, là, une résidence secondaire, un chalet, un condo, quelque chose. Là, ou des actions, ou un bloc d'actions. Ou un bloc d'actions qui peuvent être taxés. Et là, cette augmentation-là, après avoir hésité un tout petit peu, semble-t-il que Québec veut emboîter le pas à Ottawa. Là, faire la même chose ici, au provincial. Et du côté du ministre Éric Girard, on a dû défendre cette idée-là, là, parce que ça passe pas dans la tête des oppositions. Et on a enfin clarifié combien ça rapporte. On dit du côté de M. Girard que ce serait 1 milliard de moins sur la fameuse dette du Québec, dette historique et record, je le rappelle, de 11 milliards de dollars. Donc, on descendrait à 10 milliards. Faut parier quand même, M. Girard aurait peut-être aimé avoir ça avant. Sur son déficit, il vient d'en enlever un sans travailler. Là. C'est une facile. Mais a défendu ça aujourd'hui, a expliqué le montant. L'opposition libérale, quand même, qui, moi, je trouve, s'est recentrée. L'opposition libérale qui, vraiment, a dénoncé cette mesure-là. Même le PQ. Là, a dit, il aurait fallu au moins... Le PQ n'a pas dit qu'il était contre, là, faire payer les riches. Le PQ veut toujours se tenir un peu à gauche, mais a dit, il aurait fallu au moins trouver un encadrement ou des mesures d'exception pour protéger les gens de la classe moyenne. Par exemple, ceux qui ont un duplex ou un triplex. Donc, ça a été critiqué aujourd'hui, cette décision du gouvernement québécois. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Dans les affaires judiciaires, Mario, on a commencé les délibérations du jury au procès de cette histoire qui s'est déroulée à la Chine en septembre 2021, puis qui est devenue l'histoire sordide dans laquelle un homme a été torturé puis assassiné. Là. Je rappelle un peu les faits. C'est le procès en ce moment de Mme Véronique Manceau. On est en 2021, en septembre, elle invite des amis pour un souper chez elle. Puis là... tout tourne au vinaigre, mais au vinaigre, pas à peu près. Un de ses invités, M. Jimmy Metto, elle se met à le battre, à le frapper, puis ensuite le séquestrer, l'asseoir, lui fait manger un dernier repas sous la menace, lui fait boire du liquide inflammable, littéralement de la torture, puis finit par le tuer à coups de couteau. Et là, c'est finalement le jury qui se séquestre pour parler de tout ça. Le petit hic, c'est que maintenant que le jury est à l'abri, là, évidemment, de tout ce qu'on peut jaser, nous, ici, en radio, des unes de journaux et tout, maintenant, on peut commencer à parler du côté des médias de ce qui s'est dit hors procès et de toute la preuve maintenant qu'on connaît. Parce que le jury, il lui manque des informations qui sont assez importantes. Merci, mais Mario. Qui sont jugées comme étant pas de la preuve directe. Donc, ils peuvent pas faire partie des faits du procès. C'est inadmissible, entre autres, en raison de fautes policières, Mario. C'est peut-être là que c'est un peu plus grave autour de cette histoire-là. Parce que ce que Mme Manceau et ce que les jurys ignorent, c'est que, Mme Manceau a été dénoncé par quelqu'un qui était dans le souper lui-même. Là. Quelqu'un qui a raconté comment, après avoir consommé du crack en bonne quantité, l'espèce de folie meurtrière s'est installée dans ce logis-là à ce moment-là. Et là, on explique qu'on a dénoncé Mme Manceau à la police et que les policiers, eux, se sont
présentés sur place à la résidence, mais qui n'avaient pas de mandat de perquisition, essentiellement. Mais sur place, ils sont rentrés dans le garage, ont senti une forte odeur d'eau de javel, et c'est là qu'ils ont trouvé le corps de Jimmy Metto. Ils l'ont pas trouvé ailleurs. Il était directement dans le garage, dans un baril. Ils l'ont comme découpé, charcuté, là, je m'excuse des termes. Ils l'ont mis sacré dans un baril qui se trouvait à même la résidence de la femme. Et ça, le jury l'ignore pour l'instant. Pas de mandat de perquisition pour récolter cette preuve-là. Donc, il n'est pas admissible. Il n'y a rien qui est admissible. Aucune des analyses, que ce soit chimiques, pathologiques, toxicologiques, biologiques, sur le corps de la victime, puis tout ce qui était dans le garage, Mario, l'endroit où on aurait comme charcuté le corps, inadmissible en preuve. Encore. Ouais. Les policiers l'ont foiré solide. Là. Mais attends, c'est pas terminé. Ensuite, l'enquêteur au dossier se charge là, de faire l'interrogatoire de Mme Manceau. Un interrogatoire qui se passe très mal puisque l'enquêteur, semble-t-il, là, s'est mis à comparer Mme Manceau dans les enregistrements à un monstre, une tueuse de sang-froid qui aimait torturer les gens, ce qui n'est pas une tactique habituelle lorsqu'on mène un interrogatoire. Mais en plus, après ça, lorsque Mme Manceau a invoqué son droit au silence, elle se serait fait répondre à arrêter de parler de votre avocate tout le temps, puis on lui aurait même demandé de refuser son accès à la salle de bain. Puis à cause de ça, il y a des larges pans de cet interrogatoire-là qui n'ont pas pu être présentés au jury. C'est ce qui rend l'histoire encore plus extraordinaire, parce que du côté des procureurs de la Couronne, on a travaillé d'arrache-pied pour être capable d'amener quand même... Avec la preuve restante, là, construire l'histoire avec des gros morceaux du puzzle qui manquent. Voilà, c'était la difficulté dans ce procès-là. C'est ce qui explique, entre autres, qu'on a fait défiler là, à peu près tout le monde qui se trouvait dans la résidence le soir du meurtre, puis que toutes sortes de gens sont venus décrire tout ça. On pense, entre autres, à un jeune homme qui était mineur au moment des faits, qui ne peut pas être identifié, mais qui a beaucoup rechigné là, à livrer son témoignage en cours, qui s'est même fait menacer d'outrage au tribunal à un certain moment donné. Bref, toutes ces informations-là, on l'apprend là, depuis là, même pas une heure cet après-midi. Tout ça, ça manque comme élément au jury pour prendre leur décision. Donc, sont en délibération, vont devoir juger si Mme Manceau est bel et bien responsable et condamnable donc de meurtre premier degré. Il faut comprendre qu'avec tout ça, ça pourrait devenir un meurtre deuxième degré également. Donc, procès à suivre, Mario. J'ai bien hâte d'entendre le dénouement de tout ça parce que si jamais c'est une femme qui venait à être soit innocentée, acquittée et autres, là, le travail policier va revenir en cause pas à peu près. Là. Ouais. Actualité. On en a parlé hier à pareil épisode, Mario. Je peux pas croire que 2 fois, en 2 jours, on a des histoires de corps de gens à Cuba qui sont pas bien rapatriés ici. Là. Ça nous semblait être une histoire, on s'entend, complètement hors du commun. Là. Ouais, mais en attendant cette histoire-là, il y a une autre famille qui a comme un peu levé la main en disant, nous autres, c'est pas identique, mais on a vécu quelque chose qui peut s'apparenter là, dans un rapatriement, avec la différence que dans ce cas-là, il y avait eu incinération, fait que ce sont des cendres qu'on voulait rapatrier. Oui, parce que dans l'histoire qu'on rapportait hier, c'était l'histoire de la famille Jargeau. On a reçu le mauvais corps, là, quelqu'un de 20 ans plus jeune que leur père, un Russe avec des cheveux, des tatouages, bref, l'antithèse là, de leur père dans un cercueil. Là, cette fois-ci, c'est des cendres qu'ils ont reçues après le décès de Marc-André Trottier. Lui est mort le 27 février dernier à Cuba, dans un centre de villégiature. Et l'autre problème, on n'est pas certain même encore de qu'est-ce qui a causé exactement son décès. Les premières cendres qui devaient être envoyées, c'était un homme de Panama. Oui. C'était pas du tout les bonnes. Ils reçoivent ça ici, un homme qui est décédé au Panama, qui devait lui aussi revenir à Montréal quand même, donc peut-être que là, il y a un peu moins de confusion, mais quand même. Et là, finalement, disent, on a reçu après cette plainte quelques jours plus tard, ce qui est les cendres de leur père. Mais du côté de la fille de l'homme, Jennifer Trottier, elle émet même des doutes que ce soit les cendres de son propre père. Elle se demande si c'est pas carrément une poignée de sable et de garnottes qu'ils ont ramassé sur le bord du chemin. Là. Ouais, qu'on parle de la texture puis l'apparence de tout ça, genre des morceaux de gravelle. Donc, vraiment une histoire étrange. Puis surtout, ce qui est encore plus inquiétant dans cette histoire-là, selon moi, Affaires mondiales Canada, le silence radio, Mario. Non, mais dans les cas des 2 familles, pas de support, pas d'appui. Au moment où tu vis une détresse, tu veux organiser des funérailles, tu as besoin de rapatrier le corps d'un de tes proches qui est décédé en voyage. Tu t'attends à ce moment-là, de la part d'Affaires mondiales Canada, un support, des appels. À la limite, quelqu'un te laisse son numéro. Moi, je m'attendais à ce qu'un employé te laisse son numéro. Rappelez-nous si vous avez besoin de plus d'informations, mais c'est rien. C'est comme
un ministère qui est fermé. Communiquez avec nous par courriel. On va vous répondre peut-être une fois de temps en temps. Souvent pas du tout. C'est un service vraiment, vraiment, vraiment minimal. Puis on le reconnaît dans les deux familles. On entend le même genre de plainte. Sur Cuba, D'abord, j'ai étudié un peu ça. C'est quand même compliqué. Je suis allé, moi, sur le site du gouvernement du Canada, d'Agence d'affaires mondiales Canada, dans décès d'un proche à l'étranger. Compliqué, là. Écoute, tous les documents que ça prend, puis là, le passeport devient, il faut dire, un passeport annulé, parce que c'est le passeport d'un défunt. Après ça, des actes de décès, ça t'en prend plusieurs copies, parce qu'il faut que tu en laisses un à l'autre. C'est vraiment compliqué. Mais une des choses, ça te prend... Idéalement, si t'as une compagnie, si t'es assuré pour ça, la compagnie d'assurance va t'aider. Peut-être même plus que le ministère. La compagnie d'assurance La compagnie d'assurance va payer la facture, mais plus que ça, va aider à organiser le rapatriement, les transports. Parce que ça te prend 2 agences de pompes funèbres, deux maisons funéraires. Une dans le pays où le décès est survenu, qui doit, par exemple, tu peux pas transporter un corps qui est pas embaumé. Donc, il faut que l'embaumement se fasse à l'endroit où la personne est décédée. Donc, dans ce cas-ci, à Cuba, ou encore l'incinération. Tu peux ramener des cendres ou un corps embaumé. Puis ça te prend une maison funéraire locale, ici, qui va aller... Qui a les équipements, qui a les véhicules, qui va aller à l'aéroport, qui sait comment procéder, parce qu'il faut la dédouaner. Il y a tout un processus. Il faut dédouaner le cercueil, dédouaner le corps. Ouais, j'imagine que ça se transporte pas comme un sac de golf. Non, mais c'est ça. Mais les gens, ils savent quoi faire. Là, et c'est pas toutes les maisons funéraires qui ont cette spécialité du transfert international, du transfert entre pays. Le monsieur me disait, donc lui, c'est un Québécois qui en fait, qui en accueille là, des dépouilles de personnes décédées à l'extérieur. Il disait, tous les pays, là, Mexique, République dominicaine, les pays d'Europe. Il dit, moi, je parle à mes vis-à-vis. Là. Je parle à une maison funéraire dans le pays, puis là, on se dit, OK, je vais l'embaumer, telle date, je vais faire ça comme ça, puis je vais te la mettre sur l'avion tel jour, fait qu'il va arriver chez vous à telle heure, sur tel vol de telle compagnie. Il dit, je parle à la personne qui fait le même travail que moi dans un autre pays. Oui. Il dit, à Cuba, c'est interdit. Ah, ils peuvent pas leur parler. Il peut pas parler aux gens de l'entreprise. Aux gens qui font le travail, parce que c'est communiste, puis il ne peut parler qu'à un fonctionnaire de l'État, qui souvent, lui, sait même pas, sait pas où est le corps, sait pas quelle date il va arriver. Fait que souvent, il sait la date, il sait que c'est arrivé là, quand ça arrive à Dorval, mais il savait pas, OK, c'est aujourd'hui. En d'autres termes, là, le plus beau du communisme, là, les entrepreneurs de pompes funèbres d'ici, qui reçoivent un corps de Cuba, disent c'est complètement autre chose, c'est complètement unique. Et c'est là que tu as encore plus besoin d'Affaires mondiales Canada, mais qui sont pas au rendez-vous. Économie. Ça semble être une mesure qui était cachée quelque part dans le budget, Mario, mais qui est maintenant une possibilité bel et bien envisagée par Ottawa, celle d'avertir les consommateurs lorsqu'il y a de la réduflation dans les épiceries. La réduflation, je rappelle, c'est un peu un fléau insoupçonné, presque invisible, qu'on peut voir. C'est une façon de monter le prix sans monter le prix. Ben oui, c'est un produit que vous achetez depuis des années. Ben tout d'un coup... Il y en a toujours eu 500 grammes dans le sac. Soudainement, il y en a 430. C'est ça. On a réduit la portion. Mais parce qu'on a fait le calcul que le sac, si on vous le montait d'une pièce, vous l'achetez, tu sais, le prix va pas passer un seuil psychologique où vous allez dire non, c'est trop cher, je l'achète plus. Alors à la place. Mais les compagnies se disent au même prix, mettons que ça coûtait 5 $, au même prix, les gens vont continuer à l'acheter. Il y en a moins dans le sac. Soit ils s'en rendront pas compte, ou soit ils vont passer. Ça a l'air que psychologiquement, les gens passent plus par-dessus, avalent plus cette pilule-là, de dire bon, je vais avoir moins de biscuits pour mon 5$ que. Ah non, là, je ne paierai pas 6$ pour une boîte de biscuits. Ça a l'air que c'est prouvé en marketing que pilule pour pilule, là, celle-là passe mieux. Oui, puis c'est une stratégie qui est tellement efficace que ça semble être utilisé là, partout. Là. Les tranches de bacon, les bar-tentes. T'as un paquet de marques maintenant que dans la boîte de bar-tentes, il y en avait 6 depuis que je suis enfant. Il y en a 5. Ah, c'est traître en maudit, Mario, ces affaires-là. Puis c'est pour ça qu'on veut décider d'agir, parce qu'il y a un précédent. En France, ça a été une mesure qui est tombée là, dès la semaine dernière, alors qu'on oblige désormais, à partir du 1er juillet prochain, toutes les épiceries à mettre des étiquettes sur les produits, là, une belle quantité réduite, pour avertir le client puis dire, regarde, eux autres te le diront pas, nous, on va te le dire. Ça a été réduit, cette portion-là. Et là, on songe du côté du ministre Champagne, entre autres, François-Philippe Champagne, Innovation, Sciences et Industrie de son ministère.
on songe à faire la même affaire. C'est pas fait encore. Non, mais ça va être à suivre. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et finalement, rapidement, une mauvaise journée pour M. Trump, hein? Oui, mauvaise journée pour Donald Trump, qui était encore une fois là, en comparution à son procès d'affaires pénales. Et c'était le témoignage de David Pecker qui se poursuivait aujourd'hui. Cet ex-patron de presse qui avait le National Enquirer, magazine à potins, et qui avait des rencontres là, à l'époque avec Donald Trump pour faire ce qu'on appelle du catch and kill. Aller chercher des potins négatifs qui pouvaient aller impacter M. Trump puis les réduire au silence. C'est ça. Plutôt que de les publier, ce qui aurait été le pain et le beurre de son magazine, les histoires de Trump, le but c'était de les enterrer, de les faire disparaître, de payer la personne à la limite, mais de les faire disparaître. Oui, et là, on s'entend, tout le procès est autour du fait qu'on a un paiement de 130 000 à une ancienne star de film X, Stormy Daniels. Mais là, c'est parce que M. Pecker s'est mis à vider son sac, Mario, avec d'autres histoires qu'on n'a jamais entendues sur M. Trump lui-même. Là, il s'est mis à expliquer, entre autres, qu'il y avait un portier de la Trump Tower, à une certaine époque, qui était en train de parler d'une histoire comme quoi lui connaît une femme hispanique qui a été mise enceinte par M. Trump puis qui a accouché. Comme quoi, il y aura un enfant illégitime. Là, est-ce que c'est des ragots, des potins? Évidemment, je me prononce pas là-dessus, j'ai pas la preuve en main. Mais on a donné 30 000 à ce monsieur-là pour qu'il se ferme la boîte. Par la suite, on parle de 150 000 aussi qui ont été donnés à une ancienne mannequin du magazine Playboy. Tiens, Karen McDougal, pour une autre relation extra-conjugale avec M. Trump. C'est encore plus d'argent que ce qui a été donné à Stormy Daniels. Donc, c'est des histoires comme ça qui sortent les unes à la suite de l'autre dans ce procès. On risque d'en entendre des vertes et des pas mûres d'ici là pour M. Trump qui, lui, continue de fulminer dans le box des accusés à son procès. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.